Je suis Delphine Zanelli, conférencière et créatrice de la méthode Lead for Impact. Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui vous donne les clés et l'énergie pour transformer vos managers en leaders, pour faire de votre entreprise un lieu attractif et performant. Chaque semaine, nous plongeons dans les sujets qui comptent vraiment. Ici, pas de mode d'emploi ou de modèle hors sol, mais des clés concrètes expérimentées en entreprise. Des discussions profondes avec des pionniers et experts variés pour nourrir votre réflexion et vous déculpabiliser. La perfection n'existe pas, les chemins sont multiples, c'est l'action qui compte. On y va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entreprise de demain. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Olivier Bas, un invité que vous avez déjà entendu 2 fois sur le podcast. Olivier est à la fois un mentor, pour moi un challenger et une source d'inspiration. C'est quelqu'un avec qui je suis pas toujours d'accord, mais pour qui j'ai énormément d'admiration, tant pour la profondeur de ses réflexions que pour son sens inégalé de la formule. Ancien vice-président d'Avas Paris, il est conférencier, auteur à succès. Il remet ici en question l'idée même de crise du travail. Pour lui, la véritable crise, c'est celle du salariat. Donc dans un monde où les jeunes générations préfèrent la liberté à la sécurité, où les modèles organisationnels des entreprises semblent figés dans un anachronisme, comment peut-on réinventer nos entreprises pour répondre à ces nouvelles aspirations ? C'est le travail, la proposition que fait Olivier dans son dernier ouvrage qui s'appelle La Has-Been Company. Je vous avais dit qu'il avait le sens de la formule. Alors dans cet épisode, on va explorer les idées les plus disruptives de son ouvrage. Pourquoi nos entreprises doivent évoluer vers plus de liberté et d'agilité. Ça, vous allez me dire, c'est pas très disruptif, c'est un peu nécessaire. Et comment l'esprit critique et le dialogue constructif sont devenus des compétences clés du 21e siècle. Et là, je pense qu'on en est loin. Et pourquoi l'avenir des entreprises se jouera-t-il peut-être plus dans les PME, les ETI, dans les grands groupes? Alors bien sûr, les grands groupes ont une part hyper importante à jouer, sont essentiels aussi à notre économie. Mais avec Olivier, on observe, pour travailler aussi avec eux, l'agilité des PME et des ETI qui sont assez inspirantes. On en parle ensemble. Accrochez-vous, car Olivier nous invite avec son talent habituel pour les mots à réfléchir autrement sur ce que doit être l'entreprise de demain. Et je sais que vous en êtes impatient. Mais juste avant, je voulais vous dire que si ce podcast vous aide à avancer, prenez 1 seconde pour vous abonner. Ça ne vous prend qu'1 seconde, mais c'est énorme pour faire découvrir ce contenu à d'autres leaders comme vous. Et puis, pour vous remercier de votre écoute, de votre fidélité, je vous prépare une nouvelle newsletter, le club des managers de l'entreprise de demain. Je l'ai vraiment ciblé managers, leaders, dirigeants, pour vous permettre de partager les problématiques de vos pairs et les solutions qu'ils ont trouvées. C'est quelque chose que je fais dans mes conférences, dans mes séminaires, dans mes ateliers, que je fais aussi en off avec certains managers. J'ai envie de vous en faire profiter. Et si vous êtes DRH, vous allez me dire, et moi, mais oui, parce que j'échange avec énormément de DRH autour de leurs problématiques. On imagine des solutions ensemble. Donc je vais aussi prochainement lancer une newsletter spécifique pour vous. Alors, ensemble, faisons grandir cette communauté de l'entreprise de demain. Vous pouvez vous abonner aux newsletters dans les notes de l'épisode. Vous savez où vous abonner au podcast ou laisser des notes sur Spotify et Apple et des commentaires. Et maintenant, go, on écoute Olivier. Là, ça peut être long vu mon âge. Donc, Olivier Bas, je suis ancien, c'est pour vous dire si je suis vieux, je commence à être ancien vice-président d'Avas Paris, voilà. J'ai quitté mes fonctions exécutives, ça fait 2-3 ans suite à un problème cardiaque. J'ai failli mourir, voilà, ça vous réaligne tête, cœur, corps sur ce que sont les essentiels. Et je suis maintenant chez Avas, parce que je continue un peu à bosser avec eux, un senior advisor, ce qui veut dire vieux consultant en traduction littérale, voilà. Par ailleurs, j'ai ma propre activité, je suis enseignant à la Sorbonne Nouvelle, conférencier, speaker TEDx et auteur. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour mon 4e livre. Et parce qu'on est, voilà, tu es déjà passé sur le podcast plusieurs fois. Moi, je t'ai découvert par le premier, L'envie, une stratégie. Oui, exact. Et on est passé de l'envie, une stratégie à la Has-Been Company. Ouais. Alors, tu peux nous raconter la genèse de ce livre? Pourquoi ce livre? Alors, pourquoi ce livre? Oh là là, c'est finalement assez simple. Je pense que comme moi, tu as été confronté après le Covid, quand on a repris l'activité, il y a un discours ambiant autour de il y a une crise du travail, les jeunes ne veulent plus travailler. Voilà, il y avait un grand discours sur la crise du travail. Et je trouvais que c'était quand même un bel alibi
pour les entreprises pour pas se remettre en cause. Et moi, en regardant les chiffres, je vais en citer 3, je me suis dit qu'on n'était peut-être pas face à une crise du travail. Le premier chiffre, c'est qu'on a plus de 50% des 18-34 ans qui rêvent de monter leur entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi vous voulez monter votre entreprise, c'est pas pour créer une multinationale, c'est pour inventer le travail qui va les faire kiffer, dans lequel ils ont envie de s'investir. Deuxième chiffre, on a un tiers des cadres qui ont un projet de reconversion. J'étais à la PEC, j'ai fait une conférence pour la PEC il y a pas très longtemps et je discutais avec Gilles Gâteau, le DG, qui me disait un truc assez rigolo. Il me disait, en fait, la PEC est en train de changer de métier. Notre métier avant, c'était de trouver un emploi pour des cadres. Maintenant, c'est d'aider des cadres à se reconvertir. Ça veut dire que les cadres n'ont pas plus envie de travailler, ils ont envie de faire autre chose et surtout ailleurs. Et ça m'amène à mon troisième chiffre, qui est qu'il y a 10 millions de travailleurs indépendants en France, un chiffre qui est en perpétuelle augmentation. Pas 10 millions, 4 millions. Il y en a eu plus 1 million en 1 an et demi, 2 ans. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont envie de bosser, mais ils n'ont plus envie de bosser en entreprise. Et donc moi, à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont plus envie de bosser en entreprise? Et puis alors, tu le vois, tu discutes avec les gens qui disent, ma boîte, je m'emmerde, mon chef est trop dur avec moi. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que. Et il y avait un discours effectivement sur oui, c'est le management, il faut plus de management bienveillant, plus de ceci, plus de cela. Et moi, j'ai essayé de prendre le problème un peu différemment. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas face à une forme d'anachronisme, c'est-à-dire que quand on regarde les modèles d'organisation, les modèles de management, les modèles de gouvernance des boîtes, est-ce qu'ils sont pas devenus anachronique par rapport à des aspirations sociétales. Alors, je prends toujours un peu les mêmes exemples, mais on a une société qui est prise de démocratie participative dans des organisations qui sont très jupitériennes. On a du management qui est beaucoup organisé en chaîne de commandement, dans un monde qui est régi par l'influence et les communautés. Voilà. Et je me suis dit, mais il y a peut-être un anachronisme entre les aspirations sociétales d'une part et les organisations des entreprises, d'où mon titre, la has-been company, c'est-à-dire cet anachronisme qui s'est installé entre les entreprises et la société. Et alors, tu ouvres un peu le livre par cet aspect-là. Tu dis qu'il n'y a pas de crise du travail, il y a une crise du salariat. Donc, c'est bien ce que tu viens de poser. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise? Quelles sont les questions qu'on doit se poser? Qu'est-ce qu'on doit faire évoluer par rapport à ça? Puisque on a quand même toujours besoin de salariés. On a besoin de personnes qui vendent leur force de travail contre un panier bien salaire, pour employer la terminologie capitaliste. Non, on pourrait très bien, tu sais, dans mon deuxième livre, j'avais une conclusion qui était complètement une conclusion de fiction, où je m'étais dit, appliquons la révolution technologique aux entreprises. Et j'avais décrit un modèle, ce que j'avais appelé l'entreprise plateformisée. L'entreprise plateformisée, c'est quoi? C'est une stratégie qui est une stratégie produite par de l'IA, parce que très honnêtement, l'IA est beaucoup plus puissante que n'importe quel cerveau pour produire la stratégie d'une entreprise. On avait un corpus de talents sur les compétences rares et stratégiques pour la boîte. Et ce petit groupe-là employait plein de gens qui étaient un peu partout, qui avaient des statuts de travailleurs indépendants et qu'on embauchait en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà. Et j'avais décrit ce modèle complètement hallucinant, puis je me suis aperçu que finalement, 5-6 ans plus tard, on s'en rapprochait un peu. Donc voilà, donc je sais pas si l'entreprise a besoin de salariés, elle a besoin de talent. Elle a besoin de force de travail, voilà. Mais c'est intéressant parce que l'entreprise apprend à travailler avec plus de freelance. De plus en plus. Mais ça reste un challenge. Alors, ça reste un challenge pour l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui coexistent, qui sont pas du tout cohérentes. Enfin, un freelance n'a pas de rapport hiérarchique. On a encore beaucoup de mal à vivre sans le rapport hiérarchique en entreprise. Ouais. Donc, il y a beaucoup de contradictions. D'ailleurs, on voit des entreprises qui essayent d'évoluer vers l'holacratie ou autre, mais en fait, qui s'y perdent parce que c'est beaucoup trop loin de leur culture.
Donc comment est-ce qu'on peut avoir une transition vers ça? Parce que le bouquin décrit un peu cette transition, parce qu'effectivement, le modèle qui consiste à dire, il est impossible. Le modèle qui consiste à dire, je veux maîtriser, donner des ordres, maîtriser, contrôler, qui est quand même très présent dans les entreprises, et en même temps je veux des free, des gens indépendants, c'est pas tellement compatible. En fait, moi je pense que un des sujets, il y en a plein, mais un des sujets, c'est la question de la liberté. J'explique dans mon livre que on est tous construits en tant que citoyens sur une espèce une double dimension, et on passe notre vie à équilibrer entre les deux, c'est sécurité et liberté. On cherche tous de la sécurité, et on sait que la sécurité, elle se fait parfois au détriment de la liberté. Puis des fois, on a besoin de beaucoup plus de liberté, et on sait que cette liberté, elle se fait au détriment de la sécurité. Je pense que ce qui a fondamentalement changé, notamment avec les jeunes générations, c'est que elles ont choisi entre sécurité et liberté. Nous, ma génération, on acceptait de perdre une partie de notre liberté au profit de la sécurité de l'emploi, de la sécurité sociale, de plein de choses comme ça. Et quand je dis liberté, on acceptait de perdre beaucoup dans la liberté, parce qu'on acceptait de perdre notre liberté de penser, de conscience. On fermait nos gueules sur plein de sujets avec lesquels on n'était pas d'accord dans l'entreprise. On arrivait à bosser dans des entreprises qui avaient des valeurs qui n'étaient pas complètement alignées aux nôtres. Et on le faisait au nom de cette sécurité. Les jeunes, eux, ils ont choisi. Ils veulent de la liberté. Et c'est un des sujets de mon bouquin, parce que je pense que les entreprises peuvent retrouver ou réinstaurer des formes de liberté. Je développe l'idée, par exemple, de ce modèle en open source, qui consiste à dire, mais je discutais dernièrement avec le patron d'Indeed, parce que j'ai fait une conférence avec lui, et il me racontait un truc rigolo. Je lui pose la question, je lui dis, mais c'est quoi le critère de sélection des jeunes quand ils cherchent un job? Parce qu'on voit toujours, tu sais, ce truc, ce trio qui est équilibre vie pro, vie perso, la REM, et puis le troisième, je sais plus ce que c'est. Et il me dit, en fait, le sujet, c'est le contenu du job, c'est les missions. Il dit, nous, on voit, parce qu'on a du tracking, on voit ce sur quoi les gens qui s'arrêtent, oui. Et donc, ils passent un temps énorme sur les missions qu'on propose. C'est-à-dire le contenu du travail. Et en fait, à partir du moment où ils se disent, c'est rébarbatif, je prends pas de plaisir, j'ai pas de liberté parce que je sens bien que c'est hyper contraint, je prends pas le job. Même si par ailleurs la marque est super, même si par ailleurs voilà. Et donc il y a un sujet qui est comment je redonne de la liberté dans le travail. Et moi je proposais le modèle de l'open source, qui est assez simple. C'est une entreprise décide que chaque collaborateur peut consacrer 10% de son temps à travailler sur des sujets d'entreprise, mais qui ne sont pas dans son périmètre. Tu fais une espèce de bourse au projet, tu dis, ben voilà, on est en train de réfléchir sur l'expérience client, on est en train de réfléchir sur tel sujet, les gens s'inscrivent, tu crées une communauté avec des gens qui bossent n'importe où dans la boîte ou n'importe quel métier, et avec des méthodes qui vont bien, les gens vont bosser pour faire des propositions, trouver des solutions, etc. Et donc, tu es dans un truc qui est... Là, je retrouve de la liberté par rapport à ma job description. Mais tu sais, une personne était venue chez Ugitech parler de la communauté qui les avait aidés à transformer... accompagner les managers dans leur transformation. Et c'était des managers qui avaient accepté de prendre 10% de leur temps et qui dédient 10% à la communauté. Et c'était un moteur de motivation, de croissance, etc. important. Donc effectivement, ça existe. Tu choisis ton sujet. Et puis c'est intéressant aussi parce que tu as des collaborateurs qui postulent sur un job parce que c'est leur formation, etc., mais qui ont bien d'autres talents. Donc c'est aussi l'occasion de leur permettre d'aller... Puis ensuite, sur une carrière, je pense que on avait des carrières beaucoup plus linéaires sur notre génération. Aujourd'hui, ce sont des carrières où ils vont beaucoup plus changer de type de job. Et donc, typiquement, quand tu fais ça, tu permets aussi... Parce que moi, je discutais avec la personne qui gérait justement les compétences et les talents d'Alstom. Et qui me disait, la problématique, c'est qu'il y a tellement de métiers, les gens connaissent pas et postulent pas. Et donc, c'est comment est-ce que tu crées, en fait, cet appétit pour aller découvrir autre chose, pour aller sur un autre job, pour aller tester d'autres choses. Juste par rapport à ça, là aussi, on est un peu dans une escroquerie des entreprises, parce qu'elles sont très très fortes pour fabriquer du discours sur leur politique RH, etc. C'est que la réalité, c'est qu'effectivement, elles proposent 250 métiers superbes.
Elle crée des parcours et des passerelles. C'est-à-dire que si tu as fait ça et ça, tu peux faire ça. Puis demain, tu pourras faire ça. Mais tu t'aperçois que si tu es un candidat interne qui ne connaît pas du tout le métier, qui n'a pas forcément la formation qui sont dans les codes de la boîte, tu peux postuler à un poste en interne. Tu ne l'auras jamais. Alors, parce que tu n'es pas opérationnel tout de suite. Non, mais sur le et fond, que ça, ils veulent pas. Et puis surtout, ils sont dans des schémas mentaux qui sont extrêmement contraints. Sur le fond, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai aussi sur les recrutements. On cherche toujours à recruter aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, celui qui a fait exactement la même chose juste avant. Mais pour le coup, c'est une vraie volonté de beaucoup de personnes qui avancent comme elles peuvent, qui sont aux manettes de certains jobs dans les boîtes. Enfin, et très sincèrement, il y a cette envie, il y a cette volonté de créer ça, et c'est important, parce qu'il nous faut des personnes en interne qui aident l'entreprise à bouger. L'entreprise, elle n'est pas monolithique, elle ne bouge pas, c'est une personne morale. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes physiques qui ont cette envie, qui mais enfin, tirent ces fils. Je ne dis pas que ça va se passer du jour au lendemain. Il y a plein d'initiatives personnelles, mais quand tu regardes les politiques RH des boîtes, pour faire de la mobilité fonctionnelle, je ne parle pas de la mobilité géographique, faut cocher un certain nombre de cases. Hein. Je suis d'accord. Mais écoute, il faut que les choses continuent à évoluer. Et je vais venir au deuxième point, qui est la question de l'autorité que je voulais aborder. Tu parles de la question de l'autorité dans ton livre. C'est un sujet important. Tu disais que certaines personnes voulaient donc créer leur entreprise parce qu'ils voulaient créer leur travail, qu'ils kiffent, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes qui le créent parce qu'ils ont qui pensent avoir une problématique d'autorité. Alors qu'ils ont sans doute une problématique avec l'autorité telle qu'elle existait. Avec l'autorité, oui. Oui, pardon, excuse-moi. Ils avaient sans doute une problématique avec l'autorité telle qu'elle existait dans l'entreprise, telle qu'ils l'ont vécue. Donc voilà. Qu'est-ce que toi, quel est ton regard là-dessus? Alors, il y a tout un chapitre sur l'autorité, et puis j'ai fait pas mal de posts dernièrement sur LinkedIn qui ont fait des cartons mémorables sur ce sujet-là. En fait, je voudrais rappeler 2-3 choses. D'abord, l'autorité. La seule autorité, c'est celle que les gens te reconnaissent. D'accord ? Donc, si moi, je ne te reconnais pas d'autorité, tu n'en as aucune. Première chose. Deuxième chose, et donc ça va loin, ça veut dire que si l'entreprise a décidé que tu étais chef, c'est pas parce que l'entreprise a décidé que tu étais chef, que dans le regard de ceux qui bossent avec toi, et notamment des jeunes, ils reconnaissent l'autorité du chef que tu es censé incarner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'autorité, je reviens souvent à l'étymologie du mot autorité. Le verbe ogeo, ça veut dire s'élever. Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? C'est la capacité qu'a un individu à permettre à un autre individu de s'élever. D'accord ? De grandir, d'apprendre des choses, de se développer. Donc, une fois que tu as ces deux choses, le vrai sujet pour moi, du management et du leadership, sur un sujet sur lequel on a beaucoup échangé déjà, c'est de se dire comment je crée les conditions pour que celui qui est censé incarner l'autorité ait véritablement de l'autorité, c'est-à-dire la marge de manœuvre qui lui permet de faire valoir ce qu'est l'autorité, c'est faire grandir les autres. Or, tu t'aperçois que souvent, dans les boîtes, ceux qui sont en position de management et qu'on nomme leader, l'entreprise ne crée pas les conditions pour qu'ils puissent exercer une forme d'autorité. Le principe de subsidiarité n'est pas appliqué. Tu connais le principe de subsidiarité. Donc c'est-à-dire que le pouvoir doit être à celui qui va résoudre le plus facilement le problème et qui est le plus en contact avec le terrain et le problème. C'est ça. Et ça ne remonte que quand ça ne peut pas être traité. Le principe de subsidiarité, il n'est pas que truc. C'est-à-dire que les systèmes de délégation sont pas construits du bas vers le haut. Les systèmes de délégation sont construits du haut vers le bas. Donc toi, tu fais ça. Qu'est-ce que tu peux le déléguer en dessous ? Ah, ça. Qu'est-ce que tu peux ? Et puis à la fin, il reste plus grand-chose. Alors que le principe de subsidiarité, c'est toi, quelle décision tu peux prendre en bas ? Qu'est-ce qui reste au niveau du dessus ? Qu'est-ce qui reste au niveau du dessus ? C'est une autre logique. Ce principe de subsidiarité, il n'est pas appliqué dans les entreprises, ou très rarement. Donc déjà, ça contraint le pouvoir de celui qui est censé avoir le pouvoir de prise de décision et d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est ce que j'appelle les 3 X. Donc, le pouvoir d'exploitation, c'est-à-dire est-ce que j'ai le pouvoir de décision dans l'activité qui est la mienne. Le deuxième, c'est le pouvoir d'expérimentation.
C'est-à-dire que est-ce que je peux essayer des trucs? Bah, ok, il y a une règle, ok, il y a une procédure, mais vous savez quoi? Et si on faisait différemment? Et si on était, et si j'avais ce pouvoir qui m'est conféré de dire à mon équipe, écoutez, vous savez quoi, on va pas respecter la règle, hein, parce qu'elle est couillonne cette règle, hein, c'est cette capacité de discernement qui fait qu'à un moment donné, hein, et donc on va faire différemment. Et le troisième, c'est le pouvoir d'expertise, parce que moi je voudrais combattre une idée. Pour être un bon manager, faut être expert. Pour être un bon manager, faut savoir de quoi qu'on cause. Pour être un bon manager, il faut pouvoir apprendre aux autres, il faut pouvoir transférer de la compétence. Si tu n'y bites rien au métier que tu fais, bah, qu'est-ce qui va? Ah oui, non, mais si, j'ai une vision, c'est super l'animation. Oui, non, sauf que moi, vous savez, chef, j'ai un problème là qui est au-dessus de ma compétence et j'aimerais qu'à un moment donné, on vienne m'épauler, on vienne me conseiller, on vienne me donner un mode opératoire que j'ai jamais imaginé et qui peut me permettre d'aller plus vite et d'être plus efficace. Parce que le management, ce n'est pas que la gestion des hommes. C'est la gestion des hommes qui font une activité dans laquelle ils doivent être performants. Et donc, s'occuper des hommes, c'est vachement bien, mais il faut s'occuper des hommes en tant qu'exerçant une activité qui est une activité, un métier, avec sa technicité et son expertise. Donc, le pouvoir d'expertise, parce que si j'ai pas le pouvoir d'expertise, j'ai pas l'autorité. Voilà. Donc, si tu as ces trois trucs, pouvoir d'exploitation, principe de subsidiarité, pouvoir d'expérimentation et pouvoir d'expertise, alors on peut te reconnaître une autorité et tu peux être un manager reconnu, suivi par tes équipes. Voilà. En faisant attention de ne pas être l'expert à la place de tes équipes. Ce qui revient avec le principe de subsidiarité, d'ailleurs. C'est qui revient avec le principe de subsidiarité que tu appliques jusqu'à tes équipes. Hein. Exactement. Pour terminer quand même, parce que alors, juste avant qu'on aille sur le dernier point, tu parles de l'esprit critique comme une compétence clé. Effectivement, par rapport à l'entreprise, en quoi c'est important? Comment on peut l'exercer dans cette has-been compagnie? Ouais. Alors, c'est pas moi qui dis ça, d'ailleurs. Je sais pas si tu sais, il y a ce qu'on appelle le référentiel des compétences du 21e siècle. Mm-hmm. Hein, tu dois connaître ça, hein, qui a été élaboré par différents organismes. L'OCDE a bossé dessus, l'Union européenne, un consortium de boîtes privées s'est posé sur ces trucs. Et ils ont identifié toute une série de compétences qui sont les compétences du 21e siècle. Et il y a des chercheurs hollandais, dont je me souviens plus le nom, qui ont fait un travail assez intéressant. Ils ont pris tous ces référentiels de compétences, et ils en ont sorti les 6-7 compétences qu'on retrouve partout. Et dans ces compétences, il y a des compétences assez évidentes, hein, des compétences digitales, des compétences en termes de créativité. Enfin, il y a pas mal de soft skills, donc des compétences en termes de communication, etc. Et perdu au fond du truc, il y a une compétence dont jamais personne ne parle, qui est l'esprit critique. Et moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me dis, mais c'est bien sûr. Parce que l'esprit critique, c'est quoi? L'esprit critique, c'est 2-3 choses qui sont essentielles pour être un bon professionnel. La première chose, pour moi, c'est de comprendre que l'esprit critique, c'est je ne cherche pas la victoire contre les autres, je cherche la vérité avec les autres. Et ça dit la capacité que j'ai de travailler avec les autres. C'est-à-dire que quand je suis en réunion, je rentre, j'ai un esprit critique, et je me dis, la personne qui est en face de moi n'est pas d'accord avec moi. Elle a une expertise différente de la mienne, mais mon esprit critique, ça va être de chercher la vérité avec lui. Si je suis dans une défense de mais moi, mon point de vue c'est ça, ma vérité c'est ça, et mon sujet c'est l'esprit critique, mais c'est-à-dire la critique versus la polémique qui consiste à remettre en cause ses idées pour lui expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça ne marche pas. Donc première vertu d'esprit critique. La deuxième, c'est la capacité de discernement. On est dans un monde extrêmement complexe. Tout le monde le dit, machin. Si tu n'as pas cette capacité de discernement pour identifier ce que sont les vrais sujets des faux sujets, de ce que sont les éléments ou les événements ou les actions à forte valeur ajoutée versus celles qui n'ont aucune, forcément tu seras moins efficace. Donc cette capacité de discernement, elle est assez essentielle. Et donc moi je trouve que cet esprit critique, capacité de discernement, capacité au dialogue constructif, c'est une compétence extrêmement importante. Mais pour ça, il faut que les entreprises acceptent que les gens soient pas d'accord, qu'ils ne pensent pas comme tout le monde, qu'on sort de cette espèce de pensée unique,
qu'il y ait du débat contradictoire, de la confrontation d'idées, qu'on exprime des désaccords pour les dépasser, hein. Et ça, c'est très difficile dans les boîtes. Et il faut accepter que ça questionne pas l'autorité, justement. Mais si, ça questionne la fausse autorité. Oui, parce que mais l'autorité telle qu'elle est perçue. statutaire, on est d'accord, ça questionne le truc. Et donc, tu vois, c'est parce qu'on a je pense qu'en plus tout ça est un peu lié, hein, c'est parce que tu as une vision de l'autorité très statutaire que tu penses que si elle est discutée, elle est donc remise en cause, donc elle est en danger, ben, tu n'acceptes pas ça. Si tu dis que ton autorité, c'est de faire grandir les gens, et que pour faire grandir les gens, il faut entamer un dialogue constructif qui leur permettront d'être plus intelligents, mais toi aussi d'être plus intelligent. T'as pas de problème avec le dialogue constructif et l'esprit de contradiction positif. Pourquoi ? Parce que tu te dis, mais c'est fantastique, ça fait grandir les gens et ça me fait grandir. Mais ce sont des choses qui s'entraînent aussi, je pense. Parce que c'est tellement quelque chose dans lequel on n'est pas formaté que je trouve que c'est des choses intéressantes à entraîner. Et ça peut être intéressant d'avoir des endroits où on s'entraîne sur des sujets sans forcément enjeu, pour que tout le monde soit à l'aise, que le collaborateur soit à l'aise pour l'exercer, pour que le manager soit à l'aise aussi pour apprendre, parce qu'après tout, c'est pas forcément comme ça qu'il est non plus managé au-dessus. Il est pas managé comme ça, il est pas, il a le sentiment que c'est pas là-dessus qu'il est évalué. Enfin, voilà, mais à son niveau, il peut l'entraîner, il peut s'entraîner avec ses équipes, et c'est extrêmement intéressant. Hein. Il y a des boîtes qui font ça. Hein. Moi, je bosse avec une boîte qui s'appelle CNP Assurance, je peux la nommer, qui ont mis en place ce qui s'appelle Parlons Ambition, qui est un fantastique exercice de dialogue constructif, d'esprit critique, de discussion, avec un dispositif qui s'appelle Atmove, qui permet effectivement au niveau des équipes d'avoir la responsabilité d'un sujet, d'en discuter, etc. Donc il y a des boîtes qui font ça. Mais par exemple, quand tu regardes les programmes de formation des boîtes, je vois peu de boîtes qui proposent des formations là-dessus. Des formations à la capacité de discernement, le dialogue constructif. On va plutôt former les managers à être convaincre ses équipes qu'à manager du dialogue constructif, tu vois. Sachant que convaincre, c'est sans doute faire du dialogue constructif. Tu convaincs beaucoup plus. Non, mais je veux dire, convaincre, c'est emmener les gens vers une vision. Convincere, vaincre avec. Voilà. Donc, bien sûr, voilà. Tu ne vins avec l'autre que si tu es dans un dialogue constructif. Donc, encore une fois, on est vraiment sur une question de compréhension différente des mots, de ce qu'on met derrière. Et surtout, on est sur un sujet, on va pas se mentir, de conception même de ce que c'est qu'une entreprise. Oui. Et la plupart des dirigeants conçoivent l'entreprise comme un lieu où s'exerce un pouvoir qui est en haut, où on doit avoir des gens qui exécutent une stratégie, voilà. Tout ça pour avoir une performance qui aujourd'hui est pensée globalement. Là, on a progressé, mais voilà, c'est ça la conception de la plupart des dirigeants. Ce qui est intéressant quand tu regardes les entreprises, parce que tu vois, je me faisais la remarque en lisant ton livre. Moi, je travaille comme toi aussi avec beaucoup de PME et de TI. Et je suis surprise. J'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont expliqué qu'elles étaient très en retard sur les grands groupes. J'aurais dit qu'il fallait qu'ils aillent les rencontrer, parce que souvent, ils sont de manière surprenante assez avancés sur le sujet. Parce que, en fait, ils ont une question de bottom line, de bas de tableau qui est hyper forte, hein, et qui sont extrêmement observateurs et agiles sur ce qui se passe et sur ce qu'ils peuvent essayer pour te faire évoluer les choses. Donc, leur driver, ça reste 9 fois sur 10, c'est leur boîte, hein. Donc, leur driver, ça va rester le fait que, d'abord, la boîte tienne. Bah oui, et sinon, de toute façon, elle peut pas durer. Donc, non, voilà, et qu'il y ait du résultat. Mais avec cette agilité, sans être parfait du tout, hein. Mais, donc, c'est intéressant parce que, voilà, c'est intéressant à observer. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour l'entreprise ? Toi, tu parles d'entreprise progressiste. Ouais. Bah, c'est mon rêve depuis le début. Tu sais, le fil rouge de tous mes livres, et c'est là, hein, l'envie, une stratégie. Clairement. Light ton job, je raconte toujours la même truc. Pour moi, l'entreprise est un lieu d'émancipation. C'est un endroit de socialisation, c'est un endroit où les gens... Premier endroit de socialisation. Premier endroit de socialisation, c'est un endroit où tout un chacun peut grandir, d'accomplissement, peut s'accomplir, etc. C'est ça pour moi une entreprise. Mais ça, c'est important de le redire parce qu'on le renie aujourd'hui dans toutes les études, ça ressort. C'est l'endroit de socialisation, le lieu d'accomplissement. Voilà. J'ai Bruno Mettling, là, qui a gentiment participé à mon bouquin, qui m'a dit un truc très simple. Il disait, il y a quelques années, la société était apaisée et l'entreprise était un lieu de conflictualité. En fait, on a eu une forme d'inversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société est en conflit et le seul endroit
de social, hein, où il y a encore un peu de stabilité, ça reste l'entreprise. Donc voilà. Donc moi je prône cette entreprise-là. Je dis liberté, humanité, utilité. Hein, liberté, j'y reviens parce que je pense qu'il faut donner de la liberté. Alors après, il faut pas donner la même liberté à tout le monde, mais il faut donner la possibilité à chacun d'être liberté. Je prends souvent cet exemple entre quelqu'un qui a un investissement très moyen dans son boulot parce qu'elle a d'autres investissements ailleurs, mais qui fait bien son job, qui elle veut être dans un cadre clair avec des objectifs clairs pour faire son boulot, et un jeune qui démarre, qui est hyper engagé, qui bosse comme un fou. Ils vont pas avoir à attendre le même niveau de liberté. Le jeune va se dire attendez, mais lâchez-moi la bride, laissez-moi des marges de manœuvre, j'ai tout à inventer. Là où l'autre dira écoutez, voilà, dites-moi surtout ce que vous attendez de moi et soyez juste dans l'évaluation que vous faites de mon travail. Voilà. Donc c'est pas la même liberté pour tout le monde, mais il doit y avoir la possibilité d'avoir des espaces de liberté. Ça c'est humanité, parce que je pense que c'était mon premier bouquin. L'entreprise n'est pas une communauté d'intérêts, puisque on voit bien que les intérêts sont quand même un peu chabités. C'est pas une communauté de destin, parce que plus personne fait carrière dans la même boîte. C'est pas une communauté de valeurs, c'est pas vrai. C'est pas en mettant 3 valeurs au fronton que tout le monde va s'aligner, parce que les valeurs c'est très personnel. Je crois que c'est une communauté de désir. C'est le désir de travailler avec des gens parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a le sentiment que ensemble on fait des choses intéressantes. Voilà. Donc cette dimension d'humanité pour moi elle est essentielle. Hein. J'en ai fait la baseline de mon activité. Hein. Libérons le pouvoir pour réussir demain. Libérons le pouvoir de l'humain. Et le troisième truc c'est l'utilité, parce que bien évidemment aujourd'hui, mais on le voit, hein, une boîte si elle n'est pas utile à la société, elle est amenée à disparaître. Alors, il te reste encore quelques années de travail. Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli par rapport à ce driver que tu as, en fait, cette chose, ce qui te fait envie, ce qui a été le fil rouge de tes livres, le fil rouge de ton métier? Je vais pas te mentir. C'est peut-être la lucidité qui vient avec l'âge. J'ai perdu tout espoir de transformer les grandes entreprises. Je pense qu'elles sont tellement encodées, encapsulées, engluées dans des manières de penser, des façons de faire, etc., que même quand ça bouge, c'est à la marge, voilà. J'ai abandonné cette idée-là. En revanche, je vais tout à fait dans le sens de ce que tu disais, je pense que dans pas mal de boîtes de taille intermédiaire, il y a de fantastiques choses à faire. Parce que je pense que les effets de taille fait que les dirigeants ou les équipes de management connaissent mieux les personnes, qu'elles ont plus conscience que la réussite de la boîte, qui est quand même la finalité, hein, voilà, elle passe beaucoup par les talents, la capacité à travailler en collectif, et donc j'ai plus d'espoir, et donc c'est pour ça que je me suis aussi réorienté là-dessus, dans des boîtes comme ça pour vraiment transformer le modèle de l'entreprise dans ses modes de fonctionnement, de gouvernance, d'organisation. Peut-être que ça inspirera les grandes entreprises, j'y crois moyen quand même. Hein. Après, dans les grandes entreprises, je te rejoins sur l'aspect général. Dans les grandes entreprises, il peut y avoir des îlots. Ah oui, il y a des îlots qu'il faut. Oui, non, mais il y a des managers qui arrivent à. Mais d'ailleurs, je trouve que ce qui est un cas de grande entreprise intéressant là-dessus, c'est Michelin, qui est pas parfait, mais qui a beaucoup évolué par îlot. Oui, tu as raison, mais on cite toujours Michelin. Quand on dit cite un truc, c'est Michelin. Et quelle entreprise? C'est Michelin. Vous avez un exemple à me donner? Ah oui, moi j'ai pensé à Michelin. Je suis d'accord. Il y en a pas 50. Leroy Merlin. Mais en tout cas, je pense que c'est important parce que sans doute nous écoutent certains managers de business unit dans des grandes entreprises. Je pense qu'ils ont des cartes à jouer, ils ont envie, donc c'est important de pas perdre. Ils peuvent. De pas perdre cette envie parce qu'elle est fondamentale et qu'en fait l'entreprise c'est ce qu'on en fait tous quand même avant. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins permissives pour arriver à étendre son terrain de jeu et faire en sorte que voilà. Mais je suis d'accord avec toi, et en plus il faut quand même voir que les entreprises de taille moyenne ou petite sont quand même le poumon économique du pays. En plus. Que souvent elles sont montrées du doigt à tort. Donc je pense que c'est important aussi de dire, parce que franchement, moi je vois parfois des dirigeants qui sont âgés, qui ont démarré, vous voyez, qui sont pas, qui sont, parfois avant que je les rencontre, on m'aurait dit, oh là là, tu vas rencontrer, et en fait, qui sont brillantissimes, visionnaires comme je rencontre rarement,
capable de pivot avec toute l'imperfection et les erreurs possibles. Mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à avancer, à vivre avec notre temps, avec les bienfaits de l'époque et à arriver à des schémas plus intelligents pour grandir ensemble dans l'entreprise, en fait, et faire grandir les boîtes. Hein. Donc voilà, l'avenir, c'est les ETI. Ouais. Et les grosses PME. Ouais, voilà. Mais surtout, j'ai hâte, donc on a parlé en off juste avant, Olivier est déjà sur le prochain livre. Ouais. Comme à chaque je voudrais quand même dire que celui-ci, je fais un peu la promo même, il était, il y a 15 jours, ça a peut-être bougé, il était second des ventes Fnac. Génial. En librairie, en livre d'entreprise, juste derrière Elon Musk. Mais de toute façon, j'espère qu'il va passer devant, ça serait mieux. Je suis pas sûr, hein. Ouais, parce que y a un nom, mais sur le fond, je pense que c'est un homme dangereux. Voilà. C'est un visionnaire en termes de business, mais d'un point de vue humain et sa vision de la société, c'est un libertaire. Hein, ça fait peur quand même. Oui, ça fait quand même assez peur. Et c'est vrai que ton talent, entre autres, ce sont les bons mots. C'est vrai que ce titre, à chaque fois que je le dis, tout le monde me dit « Ah, mais quel titre génial !» Et donc, on a déjà échangé sur les 2 titres possibles du prochain livre. En tout cas, restez connectés à Olivier, je pense que vous ne serez pas déçus. Et si vous n'êtes pas allé voir sur LinkedIn ces vidéos, allez-y, parce que vous ne serez pas déçus non plus. Voilà, merci Olivier. Merci beaucoup, merci Delphine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur, partagez-le avec 2 personnes dans votre réseau. C'est une belle façon de renforcer vos liens professionnels tout en contribuant à l'expansion de notre communauté. Pensez aussi à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen d'aider d'autres leaders à découvrir ce contenu, le meilleur moyen également pour me remercier pour ce travail. Pour ne rien manquer sur le podcast, suivez-nous sur la page LinkedIn L'entreprise de demain. Et si vous souhaitez aller plus loin, discuter de vos problématiques de leadership, organiser une conférence inspirante pour vos managers, je serai ravie de vous aider. Contactez-moi à delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com. À bientôt!